Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Bonheur immense en fait aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de vous introduire pour une deuxième fois. Certains d'entre vous n'avaient toujours pas eu l'opportunité de regarder cette première entrevue. On s'était parlé sur webcam, sur Chaque jour sur Terre. On avait fait un exposé sur le Liban, la situation avec le Hezbollah à ce moment. Aujourd'hui, j'ai la chance donc de recevoir en studio pour la première fois. C'est notre première rencontre en fait. On a eu la chance de se parler un peu hier, naturellement, alors que Lama est arrivé à Québec. Mais j'ai aujourd'hui le plaisir de partager une entrevue avec vous et notre directrice de recherche, Madame Lama Faki, qui est en visite au Canada par tourisme, mais donc nécessairement qui a eu l'opportunité de venir nous voir ici au bureau. Et donc, c'est un immense bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Madame Faki, bonjour. Bonjour Benjamin. Je suis très contente aussi. Je pense que ça va être... on peut se tutoyer. Excellent. Alors, Lama, d'abord, je vais prendre tes impressions sur la ville de Québec. Beaucoup de gens comme toi ne l'ont jamais vu avant. On a eu la chance hier de prendre un peu un tour dans le Vieux-Québec ici, pendant le festival d'été en plus ici, qui est le pic de l'activité. Tes impressions sur la ville, sur le Canada jusqu'ici? Je dirais juste qu'elle est magnifique. La ville de Québec en particulier est magnifique, très jolie, très charmante, à taille humaine. Les gens sont gentils, ils sont toujours prêts à répondre aux questions, à aider, ils sont chaleureux. Voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur pour moi, la ville de Québec et ses alentours. Et là, tu as commencé par Montréal en plus. On parlait un peu ce matin des différences entre Montréal et Québec. Tu as vu vraiment deux énergies. Je préfère m'en tenir à Québec. Montréal est une grande ville, très grande ville. Personnellement, j'ai un amour pour les petites villes, donc voilà, je préfère de loin Québec. Les petites villes, Québec, merci quand même. Moi, on va dire une ville moyenne. Par rapport à Montréal. Ouais, exact. Non, absolument. C'est deux énergies vraiment complètement différentes. Puis j'aime toujours avoir l'impression des gens qui visitent les deux pour la première fois, puis qui ont l'opportunité de les voir sur leur meilleur jour aussi. Tu as vu Montréal, le centre-ville, etc. Montréal, c'est grand, les gens travaillent, ils sont occupés, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Alors que moi, là, je suis en balade, j'ai pas grand-chose à faire, je flâne. Et donc, voilà, le rapport avec les gens, le contact dans la rue, il était plus simple et plus chaleureux à Québec. Ville francophone, Québec, certainement. Une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'on a le bonheur immense de t'avoir dans ta qualification, surtout, dans ta compétence. Ceux qui ne le savent pas, Lama est professeure d'université, doctorante également, et spécialisée sur le Moyen-Orient, en fait. Donc, la première fois qu'on avait eu la chance de discuter ensemble pour Chaque jour sur Terre, comme j'en parlais tout à l'heure, c'était sur la question du Liban spécifiquement, parce que tu es libanaise, bien sûr, basée au Liban. C'était il y a 1 an exactement, et c'était après une agression israélienne contre le Liban. Pour aujourd'hui, ça paraît tout à fait banal, malheureusement, mais je rappelle que le Liban surtout le sud Liban, avait été occupé par Israël et avait été libéré en 2000, donc en l'an 2000, et c'était vraiment la première agression d'envergure après la guerre de 2006, et donc dans la capitale libanaise. Et c'était la raison pour laquelle on s'était vu par webcam, on avait discuté, parce que les choses commençaient à l'époque à s'embrouiller. Et depuis 1 an, les choses ont pas mal évolué. Aujourd'hui, on est dans un Liban qui a subi une guerre à l'automne dernier, plus ou moins deux mois de guerre, où on a eu des destructions massives, où on a toujours des cadavres qui sont enfouis sous les décombres, qu'on ne laisse même pas les familles déterrer ou chercher. On a un Liban qui est malheureusement occupé dans sa partie sud, donc dans pas mal de régions qui se sont transformées en terre brûlée. Et donc depuis l'année dernière, les choses ont vraiment beaucoup évolué. C'est un scénario qu'on n'osait même pas imaginer, du fait d'un statu quo qui était là depuis pas mal d'années. C'est bien de le mentionner comme ça. D'abord, le niveau de destruction, c'est quelque chose qu'on comprend moins bien. On a beaucoup d'attention sur Gaza, beaucoup d'images de Gaza. Très peu nous viennent du niveau de destruction au Liban, spécifiquement dans les zones qui ont été bombardées par Israël. Puis l'élément que tu soulèves, que je trouve particulièrement intéressant, c'est comme quoi la situation a énormément changé depuis 1 an. Israël a essentiellement, de la manière que je le comprends, normalisé la campagne de bombardement au Liban, puis l'occupation tranquille du Liban d'une manière, alors qu'on est cessé-le-feu au moment où on se parle.
C'est un cessez-le-feu qui est violé par Israël. C'est un cessez-le-feu, excuse-moi, je te coupe la parole, qui n'a jamais été respecté. Donc, c'est un cessez-le-feu qui est complètement caduc parce que Israël continue et de bombarder de temps à autre, voilà, quand ça lui chante, des régions civiles. Sous prétexte qu'il y aurait des membres du Hezbollah ou un arsenal du Hezbollah. Donc, il procède de la façon suivante. Il y a le porte-parole de l'armée israélienne qui va publier sur son compte Twitter des cartes avec exactement les bâtiments qui vont être bombardés. Et il dit aux habitants, vous avez genre... 20 minutes pour évacuer. Et évidemment, c'est un état de panique complètement généralisé parce que ce sont des bâtiments civils où on a des gens qui ne sont pas impliqués dans la guerre, qui sont obligés de quitter, qui ne savent pas s'ils vont perdre leur logement. Et donc, ce sont des situations comme ça, épisodiques, mais en continu, comme je l'ai mentionné, on a une politique de terre brûlée dans le sud du Liban. On a des villages, jusqu'hier encore, il y a 2 villages qui ont été rasés. On a des plaines qui sont occupées. Et puis, ça continue. Donc, le cessez-le-feu, non, je suis désolée, mais il n'existe pas. Et ce cessez-le-feu, dans le fond, était conditionnel, à la fin du bombardement par Israël, puis des incursions tant aériennes que terrestres, aussi au désarmement du Hezbollah. Et là, tout ça est en train de s'effondrer, de ce que je comprends. Oui. Alors, le désarmement du Hezbollah, c'est une question qui est très problématique au Liban. Parce que, d'une part, on a la logique étatique qui dit que un groupe non étatique qui soit armé, ça peut pas le faire parce que ça sape complètement la souveraineté de l'État. Et on a une autre partie de la population qui va dire, mais en fait, on a un monstre à nos frontières qui prend l'invasion du Liban pour acquise, qui nous bombarde quand ça lui chante pour 1001 prétextes. Et donc, en fait, rien ne garantit que si ce groupe non étatique qui a finalement libéré le Liban en 2000 de l'occupation israélienne n'est plus et que son arsenal n'est plus, rien n'empêche que Israël vienne encore bombarder, et on l'a vu dans les pays de la région. Donc, il y a vraiment comme un bras de fer entre les Libanais eux-mêmes pour ceux qui veulent le désarmement et ceux qui refusent le désarmement. Évidemment, le Hezbollah lui-même refuse de laisser tomber son arsenal parce que c'est sa garantie de survie et parce que dans sa logique, son arsenal le protège en tant que groupe, mais protège également ses territoires et sa population. Donc, il n'y a aucun scénario dans lequel le Hezbollah pourrait être désarmé, même si on exclut des incursions israéliennes, qu'on vient à une entente de paix stable sur le long terme. Le Hezbollah est une force politique qui est trop implantée dans la vie politique au Liban. Il n'y a pas de scénario dans lequel on pourrait juste les désarmer et puis les exclure entièrement. Les exclure, non, parce que finalement, c'est un groupe qui est, qu'on le veuille ou pas, démocratiquement élu. Bon, je passe les détails sur la loi électorale, mais bon, c'est un groupe qui a quand même du succès parmi la population, parmi du moins une frange de la population. Moi, à mon sens, le seul scénario où le Hezbollah pourrait être désarmé, c'est son intégration, donc trouver une sorte d'intégration possible à l'armée libanaise avec transfert de compétences, avec peut-être un statut spécial au sein de l'armée libanaise. Mais encore, je ne suis pas certaine que le Hezbollah voudrait de cela parce que l'armée libanaise, malheureusement, n'a pas toute sa liberté d'action. Elle est elle a très souvent les mains liées et nouées par des conditions américaines. Et par la présence du Hezbollah, tout simplement aussi. Pas tant que ça, parce que il n'y a pas vraiment de face-à-face armée libanaise et Hezbollah. Du moins, ça ne s'est jamais présenté comme situation. Dans le scénario du cessez-le-feu, par exemple, l'élément qui était identifié par Israël, c'est de dire on a une présence importante du Hezbollah au sud, près de la frontière avec Israël. Donc, on demande à ce que ce soit les forces armées libanaises qui prennent le relais. Tout à fait. Donc, le Hezbollah, par sa présence sur un territoire, est un peu une contrainte aux activités de l'armée libanaise. Alors, aujourd'hui, il y a une collaboration entre l'armée libanaise et le Hezbollah dans ce sens-là, où très souvent,
lorsqu'il y a des cibles potentielles, lorsque l'armée israélienne menace un certain territoire, donc il y a une collaboration, que ce soit déjà pour dégager le territoire, pour déminer, pour remettre certaines armes du Hezbollah à l'armée libanaise. Mais c'est encore très flou en fait. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir pour le moment, et je préfère ne pas en parler pour ne pas apporter d'informations qui ne sont pas scientifiquement vérifiables. Je vois. Donc, cessez-le-feu, au fond, a toujours été illusoire. Ça a toujours été plus une pause demandée par Israël, Absolument. essentiellement dans le conflit, plutôt qu'une intention véritable de paix, sachant que le Hezbollah ne pouvait pas être extrait du processus politique. Jamais. Le désarmement, on n'avait probablement même pas l'intention de cesser les incursions. Jamais. Depuis le début. Ce cessez-le-feu, c'était juste gagner du temps. Mais gagner du temps pourquoi? Je ne sais pas. Pour que les gens puissent penser, prendre du souffle. Pour Gaza peut-être. Je ne sais pas, on est à une période qui est très trouble. On est vraiment dans une période charnière, critique, de transition, de recomposition pour toute la région. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont encore très flous. Et pardon, en parlant du cessez-le-feu, j'aimerais bien mentionner que il existe un armistice qui date de 1949 entre l'État libanais et l'État d'Israël. Et donc, on n'avait pas besoin de tous ces autres, que ce soit résolution ou accord ou cessez-le-feu, parce qu'on a déjà un armistice qui existe depuis 1949 et qui garantit en fait cette distanciation et je ne vais pas dire cette paix, non, mais ce cessez-le-feu en fait. Puis au fond, la situation au Liban, du moins de ce qu'on observe au cours depuis le 7 octobre, depuis qu'Israël est entré dans sa campagne, on pourrait dire expansionniste à travers le Moyen-Orient, il semble que la situation au Liban est un peu conditionnelle à celle et directement corrélée à ce qui se passe à Gaza. Au sens où, à la minute où Israël réussit à obtenir une forme de détente ou de cessez-le-feu partiel à Gaza, désengagement partiel, le temps de reprendre son souffle, c'est souvent en fait parce qu'on a un objectif stratégique, tactique au nord avec le Liban, et qu'on voit ensuite une reprise des activités israéliennes puis une intensification de ces activités-là. Donc, au moment où on négocie en ce moment avec le Hamas pour un cessez-le-feu, c'est toujours bien sûr des négociations. On a entendu plusieurs fois des cessez-le-feu imminents à Gaza. Conditionné par un retrait. Enfin, le Hamas demande que l'armée israélienne se retire de Gaza. Mais... Très difficile de voir un scénario où ça se produirait. Mais est-ce qu'on observe ça du côté du Liban, qu'il y a une espèce de priorisation qui va à tour de rôle entre Gaza, puis l'Iran, puis le Liban, depuis maintenant presque 3 ans? Depuis même plus longtemps. Hein. Ce sont des dossiers déjà qui sont indissociables. Déjà parce qu'il y a un acteur commun à tout ça, c'est l'État d'Israël, parce qu'il y a des acteurs non étatiques, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, qui étaient des alliés de l'Iran, et donc qui formait ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui a été aujourd'hui complètement démantelé, et donc qui était obligé de se coordonner, même si pour l'attaque... Si moi je dis ça, on me traite de sioniste, tu sais. Ah ouais? Bon. L'axe de la résistance a été démantelé. Effectivement, ça c'est un fait. On parle au moins de neutralisation, du moins sans parler de démantèlement complet, certainement d'une neutralisation opérationnelle. Oui, je vais reprendre effectivement. Donc là, on est vraiment justement, c'est pour ça que je dis qu'on est dans une période vraiment très charnière où on ne sait pas. Donc pour le moment démantelé, je vais reprendre mes mots, je vais dire du moins il n'y a plus de coordination effective, visible, pour mieux le préciser. Voilà. Et ça, c'est l'autre acteur, dans le fond, l'autre acteur commun. On mentionnait tout à l'heure Israël, qui est impliqué à travers, bien sûr, Liban, etc. On pourrait ajouter le Yémen, on pourrait ajouter la Syrie, on pourrait aller jusqu'en Irak et maintenant l'Iran. L'autre acteur commun, c'est l'Iran, bien sûr. Tu viens de le mentionner. C'est l'Iran. Je reviendrai à l'Iran. Comment sa posture a une influence sur tout ça, avec ce qui vient de se produire maintenant? Alors, pour le moment, les Iraniens s'occupent de ce qui se passe chez eux. Donc, pour le moment, il y a je vais pas parler de retrait géographique, mais on prend son souffle pour observer la situation, pour réfléchir à la meilleure façon de reprendre
reprendre son souffle, de reprendre sa stratégie, parce que ce qui s'est passé dans la région du Moyen-Orient n'est pas du tout facile à avaler. Donc malheureusement, on a subi des dégâts. Je suis désolée, je suis libanaise, je suis impossible d'être complètement neutre et objectif, parce que moi-même j'ai été déplacée à plusieurs reprises et moi-même j'ai vu des gens mourir. Donc pour le moment, l'Iran sort d'une situation qui a été assez difficile, beaucoup de pertes, mais c'est aussi la première fois que l'Iran entre en collision directe avec l'État d'Israël, et ça n'a pas du tout été facile pour Israël non plus. Et je pense que au sortir de cet épisode, comme je le mentionnais, on a une redistribution de cartes, et moi ça ne m'étonnerait pas que ça renforce la posture iranienne, que ce soit pour son programme nucléaire, que ce soit aussi pour l'opacité, tu sais, de tout ce qui concerne et l'armement, mais avec toute cette infiltration du Mossad sur le territoire iranien, du côté des renseignements aussi, qu'il y ait beaucoup plus de, comment dire ça, beaucoup plus, qu'ils soient beaucoup plus alertes. Et aussi, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il y ait comme un renforcement d'un bloc Iran, Chine, Russie, parce que quand même, l'Iran est importante pour la Chine, du côté des hydrocarbures, mais aussi, je pense que ça m'étonnerait pas en fait qu'on ait deux nouveaux blocs, en fait, le bloc occidental et ce bloc-là qui soit qui se renforce et qui se sert beaucoup plus et qui entre en affrontement. Donc, je présume qu'à ce moment-là, je comprends ta posture sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis. En ce moment, tu n'y crois pas beaucoup. Non. Sur la question du nucléaire spécifiquement. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que tu penses que l'Iran va être, disons, renforcé dans sa conviction d'acquérir l'arme nucléaire à terme? Oui. Oui. Mais ce qui place, excuse-moi là-dessus, mais ce qui place au fond, si l'arme nucléaire iranienne effectivement existe et qu'on vient à l'obtenir puis avoir, disons, une capacité de dissuasion nucléaire crédible, est-ce que ça place pas le Hezbollah puis les anciens dissuasifs du régime dans une drôle de position? Hamas, Hezbollah spécifiquement, les milices irakiennes, même les milices qu'on voit en Syrie. Dans quel sens? C'était le dissuasif traditionnel de l'Iran. Short d'une arme nucléaire, on utilisait des proxys à grandeur de la région pour agir comme dissuasif, puis comme limite, si on veut, un plafond à marge de manœuvre israélienne. À partir du moment où on a une arme nucléaire qui remplit cette fonction d'agir de dissuasif contre Israël, limiter sa marge de manœuvre, améliorer la posture iranienne, ces groupes de proxy deviennent un peu redondants, au fond. Militairement, oui, mais culturellement, non. Voilà, donc on aurait toujours ça. Donc l'alignement va se poursuivre quand même. Ouais, et je pense qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a encore un très long chemin à faire. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer d'ici là. Et puis, on verra. Madame Faki, merci énormément. Docteur Faki. Monsieur Tremblay, merci à vous de m'avoir accueilli. C'est moi qui vous remercie. Et puis là-dessus, nous, on retourne à notre visite de la ville de Québec et du Québec de manière générale. C'est mon bonheur d'agir comme guide touristique pour l'amant et lui faire découvrir les beautés du Canada. Et d'ici là, donc, je vous remercie à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des commentaires, questions pour l'amant, elle va être avec nous encore pour quelques jours. Donc, on peut toujours répéter l'exercice si jamais vous en avez envie. Et il nous fera un grand plaisir, bien sûr. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Merci.